Je pense que le diagnostic n'est pas complètement fait, et je souhaite y revenir tout à l'heure, mais je pense qu'il faut d'abord que Daniel parle. Merci. Daniel Cohen, essayez de nous aider à trouver une porte de sortie. Alors, c'est quoi? La classe politique est définitivement désenchantée. En termes de solutions, manifestement, il faut que l'État se maigrisse considérablement et revienne sur ses fonctions premières. On a le sentiment que les entreprises, là aussi, vont continuer à être taxées. Vous avez écrit au mot Economicus, si j'ai bien lu, qu'en fait, le déséquilibre était total entre ce qu'on appelle la société de coopération et la société de compétition. Avant, il y avait des équilibres. Aujourd'hui, on est dans une société de compétition. Mais la compétition, en général, il y en a qui gagnent, il y en a qui perdent, mais ils peuvent gagner la fois d'après. Est-ce que, finalement, il y a un modèle alternatif à celui qu'on a décrit depuis tout à l'heure, qui a certes quelques effets pervers, et est-ce que la France est vraiment dans une situation d'exception? Et on connaissait l'exception culturelle française. Y a-t-il une exception économique française possible ou pas sur les valeurs et l'envie de protection des Français? Voilà, il y a tout. Il y a ouais. la France, il y a la mondialisation, il faut parler de l'Europe aussi. Oui, mais vous êtes Daniel Cohen. Vous êtes Daniel Cohen. Alors, on va essayer de tout faire l'un après l'autre. Alors, première question, est-ce que c'est la classe politique ou est-ce que c'est les Français? Le problème, il faut quand même s'entendre, parce que dans un cas, il y a des solutions éventuelles, dans l'autre, on ne peut pas changer de peuple comme ça. Alors, c'est un débat, j'ai commencé à en parler avec Jean, là, dans la travée, très profond, documenté. Hervé Lebras est dans la salle, il a beaucoup réfléchi à tout ça. Qu'est-ce qu'il y a de singulier en France? Puisqu'apparemment, quand on les interroge, ils sont en effet beaucoup plus pessimistes que les autres. Et vous parliez de la société de défiance, un ouvrage que j'ai eu le plaisir de publier en réalité. C'est un ouvrage dans lequel on montre que les Français ont un niveau de défiance tout à fait extraordinaire, pas simplement par rapport à l'économie, ça en fait partie, mais par rapport aux syndicats, par rapport au personnel politique, par rapport à la magistrature, bref, par rapport à la solidarité en général. Par rapport à l'autre. Les Français se méfient des autres dans tous les classements possibles. C'est des enquêtes subjectives, mais les gens qui ont regardé ça l'ont vérifié d'un peu plus près. Quelques petites remarques pour se faire plaisir. Le Reader's Digest a fait une enquête internationale dans laquelle ils ont laissé dans 40 métropoles des portefeuilles sur le trottoir dans lequel il y avait le nom, l'adresse de la personne. Le taux de retour du portefeuille est exactement l'indicateur de confiance dont on parle, c'est-à-dire numéro 1, pratiquement dans l'heure, les Suédois, les Finlandais, et dernier, les Français. Autre statistique qui corrobore ça... Pensez qu'on serait peut-être devant les Grecs, même pas, devant les Italiens, même pas. Dans l'enquête du Reader's Digest. Autre statistique très intéressante, les fonctionnaires des Nations Unies, comme vous le savez, ne payent pas de contravention. Taux de contravention des fonctionnaires des Nations Unies à New York. 0 contravention, les mêmes, les Finlandais, les Suédois qui se garent. Taux de contravention, égalité avec les Vénézuéliens, les Français. Donc, on a bien une question française qui tourne, qui court. Qu'est-ce qu'il y a de singulier? Et là, il y a 2 réponses possibles. La réponse, bon, Jean, tu m'autorises à faire part des discussions qu'on a eues. La réponse, Jean, c'est ça remonte au Moyen-Âge. Et quand on lit les travaux d'un sociologue comme Philippe Derribard, il dit ça. J'ai pas lu, hein. C'est pas grave, c'est une série de travaux, et notamment un article fondamental, Les figures de la liberté, dans lequel il compare la France, l'Allemagne et l'Angleterre. Et il dit la France a un problème, toujours le même, qui remonte au Moyen-Âge et qui est qu'elle n'a jamais su réconcilier 2 exigences morales totalement contradictoires, une exigence ecclésiastique, une exigence aristocratique. Il y a une logique de l'honneur d'un côté, sélection des élites, on accepte la supériorité de l'aristocrate, et puis ecclésiastique qui dit exactement le contraire, on est tous égaux. Et la France, depuis 1000 ans, se débat entre ces 2 cultures, et les équilibres précaires, grandes écoles, universités, reflètent ça. La République est passée par là, mais le recrutement des élites républicaines reste exactement dans la logique de celle qu'on pouvait avoir, et à côté, la plèbe. Et on n'arrive pas à passer à une société qui réconcilie les 2. Or, on ne peut plus se permettre ça. Dans la table ronde où on était avec Xavier Bertrand ce matin, je rappelais les conclusions de ce rapport Attali qui avait été publié il y a une dizaine d'années sur l'enseignement supérieur. Tout à fait extraordinaire. Au début du XXe siècle, il y avait autant d'élèves en France dans les grandes écoles que dans les universités. Le nombre d'étudiants au cours du XXe siècle a été multiplié par 70. Le nombre d'élèves dans les grandes écoles a été multiplié par 2.
Ça veut dire que le ratio s'est détérioré dans un facteur de 1 à 35. Nous n'arrivons pas à respirer, et ma collègue Claudia Séni, qui s'est interrogée sur la raison pour laquelle les Français sont malheureux, dit tout simplement parce que dès l'école communale, on explique aux Français que ce sont des ratés en puissance, puisque seul un ou deux au maximum dans la classe pourra rentrer dans une grande école et à Polytechnique. Donc il y a une réflexion en profondeur à avoir. On a en effet plus le choix. La mondialisation, pour le prendre par cet aspect, c'est d'abord une mondialisation immatérielle, des connaissances, du savoir, de la circulation des idées. On ne peut plus rester enfermé dans le cadre qui est le nôtre. Et donc, je crois, la classe politique n'est rien d'autre que l'un des avatars et non pas la cause. Donc ça, c'est le premier point très intéressant. Le deuxième point de l'analyse de Algan et compagnie, c'est de dire, mais est-ce que ça remonte vraiment au Moyen-Âge, avec cette double culture, ou est-ce que c'est plus récent? Et la thèse d'Algan et Cahuc, c'est que c'est beaucoup plus récent. Quand on regarde la France au début du XXe siècle, et les travaux de Pierre-Cyril Haucoeur, notamment sur la transmission d'héritage, le montrent aussi, au début du XXe siècle, la France est parfaitement à son aise dans le capitalisme de cette époque, ce qu'on appelle parfois la deuxième révolution industrielle. On a des entrepreneurs, la bourse de Paris se tient très bien, on a les Renault, on participe à toutes les grandes inventions de cette période-là, et Haucoeur montre que quand on regarde les transmissions d'héritage, il y a à peu près autant d'actions dans un patrimoine français, un peu moins, mais c'est quand même assez extraordinaire, que dans un patrimoine anglais. Il n'y a pas cette inquiétude par rapport aux actions, il n'y a pas cette inquiétude par rapport au capitalisme. Quelque chose s'est dégradé au cours du XXe siècle. Et pour regarder ce qui s'est passé, Algan et Cahuc font un test très intéressant. Ils suivent des Français et des Suédois qui ont migré aux États-Unis en 1900, en 1910, en 1920, etc. Et les enfants de ces gens-là, en sachant que les enfants tendent à répondre à 50% comme les parents, et on peut remonter comme ça au moment de la bifurcation, les héritiers des Français du 19e siècle sont beaucoup plus optimistes que les héritiers des Suédois, des Allemands, etc., ce qui confirme cette intuition qu'il n'y avait pas de pathologie française. Par contre, quand on suit le moment où ça se croise, c'est dans les années 30-40. La France subit un traumatisme à ce moment-là, qui est masqué après-guerre par le gaullisme, on a tous gagné la guerre, par les 30 glorieuses qui font que ça croît très vite, une science de l'ingénieur se substitue à la science des relations sociales, et on est à un moment de vérité ici aussi. Algan et Cahuc disent, dire collaborer en France, ça s'entend comme un péché mortel. On ne collabore pas. Et donc, la faiblesse des relations sociales, du dialogue social en France, vient peut-être de cette difficulté récente, en réalité, de réfléchir à ce que serait. Les conclusions, d'ailleurs, de Algan et Cahuc, c'est de dire le problème du SMIC est moins de détruire des emplois, on peut en discuter, c'est un débat d'experts, mais que d'une certaine façon, un SMIC élevé rend les syndicats inutiles, parce que tout est réglé. Alors, on n'a pas confiance dans le marché, puisqu'on se dit sans SMIC, il y aurait une paupérisation, et on n'a pas confiance dans les syndicats, parce que le SMIC, d'une certaine façon, les dispense de jouer un rôle. Ça fait partie des réflexions qu'il faut avoir, et en effet, il faut s'interroger à l'heure de la mondialisation sur le versant où on veut tomber. Point numéro 1 sur la France, les représentations politiques. Deuxièmement, la mondialisation. Si on se projette 20 ans en arrière, au milieu des années 90, il y avait, à ce moment-là, aux États-Unis notamment, mais un peu plus tard en France aussi, une formidable espérance sur ce qu'on pouvait appeler à l'époque une troisième révolution industrielle, un nouveau cycle de Kondratiev. Tous les voyants semblaient au vert pour une nouvelle période de croissance forte. Pourquoi ? Des nouvelles technologies, radicalement différentes des anciennes. C'est à peu près à ce moment-là qu'Internet rentre, on va dire, sur les bureaux à grande échelle, deuxième moitié des années 90. C'est le boom de la bulle Internet aux États-Unis, des gains d'ailleurs de productivité mesurables et tangibles aux États-Unis liés à cette révolution, premièrement, de nouvelles technologies. Deuxièmement, la mondialisation, interprétée à l'époque positivement comme de nouveaux marchés, donc de nouvelles technologies, de nouveaux marchés. Ce qu'on enseigne aux étudiants de première année, c'est que ça veut dire croissance économique assurée pour au moins un Kondratiev, c'est-à-dire 25 ans. 10 ans plus tard, tout déraille. Et là, je reprends évidemment la démonstration d'Henri Sterdyniak. Tout déraille très vite, au fond, moins de 10 ans après le déclenchement de cette phase, si en France on la date aussi en 97 et autres. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé 3 choses.
Première chose qu'on avait complètement omis de voir à cette période-là, une hausse fantastique du prix des matières premières. À la fin des années 90, c'est vrai qu'il y avait la crise asiatique à ce moment-là, vous vous en souvenez certainement, le prix du baril était à 10 dollars. 10 dollars le baril de pétrole à la fin des années 90. Au début des années 2000, quand ça repart, l'OPEP dit « ma zone de confort, c'est entre 20 et 30 dollars ». À la veille de la crise, on est arrivé à 147 dollars le baril. Et tout au long des années 2000, la chronique, c'est ce jeu permanent de hausse du prix du pétrole, de frein sur le pouvoir d'achat et de la croissance. Évidemment, les questions de réchauffement climatique, des effets pervers de la mondialisation qu'il faut quand même gérer, se jouent là. Deuxième aspect qu'on n'a absolument pas vu ou mesuré au moment où cette histoire se déclenche, c'est que cette croissance-là, en effet très forte, est totalement déséquilibrée dans ses effets, notamment aux États-Unis. Une montée phénoménale, qui a été documentée par Piketty et Saez notamment, une montée phénoménale des inégalités se produit aux États-Unis, puisque au cours de cette période, les 2/3 de la croissance économique sont captés par le 1% le plus riche. Ce qui veut dire que les 99% qui manifestent à Wall Street disent contre Wall Street ont eu 1%. C'est la fin du rêve américain. C'est la fin du rêve américain auquel les Américains répondent en s'endettant massivement. La bulle immobilière permet aux Américains de continuer de consommer comme s'il n'y avait aucune force de gravitation liée à la montée des inégalités. Et c'est là, évidemment, que la déréglementation financière joue son rôle, puisqu'elle a produit les instruments qui ont permis cette extraordinaire bulle. Et troisième chose, qui est en réalité notre actualité à nous maintenant, c'est que la zone euro explose en vol à cause de cette crise-là, la crise des subprimes. L'euro, à l'heure où on parle, est un échec. C'est à peu près aussi simple que ça. Tout ce qui pouvait aller mal dans la zone euro a été mal. Crise bancaire, crise de la dette souveraine, crise de la compétitivité de la balance des paiements. On avait, dans les années 90, réfléchi à tout ça. On s'était dit, s'il y a un problème de compétitivité, c'était dans le débat des économistes, on fera de la dévaluation fiscale, aucun problème, on baisse les charges, hop, et on rétablit l'équilibre de compétitivité. On n'avait pas prévu que ça se passerait en même temps qu'une crise de la dette souveraine. Il y avait dans les années 90, je m'en souviens comme si c'était encore là, des débats sur la crise de la dette souveraine. Et à l'époque, quand on était en train de voir ce qu'on était en train de fabriquer, c'est-à-dire un système monétaire dans lequel la Banque centrale est constitutionnellement interdite de jouer le rôle qu'elle joue partout, de prêteur en dernier ressort. Il y avait deux écoles. Je me souviens d'un débat avec mon ami Charles Diplos, qui disait, première école, eh ben, les États feront faillite. Ça leur fera les pieds, très bien, et après, ils ne recommenceront pas. Et l'autre école qui disait, vous êtes complètement fous, le jour où l'Italie fera faillite, ce sera la fin de la zone euro, mais ce jour-là, on saura évidemment faire preuve du pragmatisme pour contrevenir les traités. On s'est trompés tous les deux. La crise souveraine, c'est évidemment une catastrophe, et ceux qui comptaient envisager de dire c'est pas grave, circuler, on s'y arrangera, se sont évidemment trompés. Personne ne peut compter. Daniel Cohen, est-ce qu'à toutes ces crises... Je me suis trompé aussi. C'est-à-dire que oui, on a trouvé des réponses, mais très tardivement, en s'imposant au passage une purge accélérée, parce qu'on n'a pas les instruments institutionnels qui nous permettent de le faire. Et le troisième point, déséquilibre de compétitivité. Le problème que nous avons à l'intérieur de la zone euro, c'est évidemment cet extraordinaire déséquilibre qui s'est creusé avec l'Allemagne. L'Allemagne a aujourd'hui un excédent du compte courant de 6,5% du PIB. C'est le plus gros excédent commercial du monde. C'est devant l'Arabie saoudite, c'est devant la Chine. Et ça, il faut quand même le régler. Et là, effectivement, il y a deux voies. Une, c'est purge salariale pour tout le monde, ou ce qui serait quand même plus simple. Et je pense que si on demandait à un économiste, n'importe lequel, d'appuyer sur un bouton pour régler ce problème, ce serait quand même simplement de dire l'inflation des salaires en Allemagne ne peut pas être au niveau où elle est maintenant. Il y a un delta à corriger, faites-le sur 5 ans, mais les Allemands aujourd'hui doivent accepter une inflation plus forte. Ils vont le faire. L'inflation allemande, là, à l'heure où on parle, elle est de 1,6%. Si
l'inflation moyenne dans la zone euro doit être de 2%. Si tout le monde est sous 2, il faut que quelqu'un soit au-dessus de 2. C'est aussi un moment de vérité en Allemagne. Donc voilà, Daniel Cohen, est-ce qu'à l'ensemble toutes des ces crises que vous avez décrites, est-ce qu'il n'y en a pas une supplémentaire et qu'on a vu en Europe, merci oui, de l'applaudir, que la démonstration était éclairante, est-ce qu'à toutes ces crises, on n'est pas rajouté une autre, c'est celle finalement de la crise de confiance vis-à-vis d'une manière des politiques. Est-ce que les peuples, de manière générale européens, ont encore confiance dans la capacité de leurs élites politiques à changer ou pas la donne, à les amener vers un meilleur avenir, ou est-ce qu'au contraire, il y a un désenchantement complet? Alors, il y a toutes sortes de choses dont on a parlé, la capacité de réforme, etc. Mais je crois qu'aujourd'hui, tout simplement, la grande question, c'est quelle Europe on est capable de produire. Je prends un exemple simplissime. On a créé une union monétaire et on découvre après la crise que c'est quand même embêtant de faire une union monétaire qui ne soit pas en même temps une union bancaire. On aurait quand même pu y penser, puisque la monnaie, c'est quand même en gros les banques. Ce n'est pas la banque centrale qui appuie sur un bouton, c'est les banques qui le distribuent. On comprend aujourd'hui que cette omission crée des catastrophes en Irlande, en Espagne et en partie en Italie. Bien. On va donc construire une union bancaire. Mais l'union bancaire qu'on prépare peut parfaitement se transformer en une catastrophe. Pourquoi? On va créer un instrument, un organe de supervision des banques. Ça, c'est acquis, la Banque centrale européenne va s'en occuper. Mais qui ne dispose d'aucun moyen de recapitalisation des banques qu'elle va déclarer en faillite. Le moyen qui existe institutionnellement, c'est le mécanisme européen de stabilité. Ce mécanisme ne peut prendre ses décisions qu'à l'unanimité des actionnaires. Ça veut dire que le jour où il faudra recapitaliser Bankia, le jour où il faudra recapitaliser Natixis, les Finlandais seront contre. Et donc, on est aujourd'hui au milieu d'un gué qui peut encore nous emporter. Il faut évidemment un sursaut européen qui nous permette de disposer d'une instance, d'un gouvernement économique, ce qu'on voudra, capable de disposer d'instruments fiscaux qui, même pour ce problème très simple, technique, permettent d'éviter le pire, à savoir un retour carrément aux années 30 où les banques ont fait toutes faillites les unes après les autres sans que personne ne considère qu'il était de leur responsabilité de les recapitaliser. Jean-Pierre Levade. Je voudrais enchaîner juste sur l'analyse de Daniel. Je suis d'accord sur tout. Mais je voudrais atterrir complètement, s'il le permet, Daniel, sur les problèmes de compétitivité. Autrement dit, il a parfaitement raison. L'une des erreurs conceptuelles de l'euro, c'est qu'on ne s'était pas rendu compte au point où ça s'est passé, que loin de converger normalement, les différentes économies de la zone euro allaient diverger en termes de compétitivité. Il a complètement raison sur la responsabilité allemande. J'espère que la politique macroéconomique allemande va changer. Mais je voudrais réinsister au risque d'être considéré comme impopulaire auprès de cette Assemblée. Je voudrais réinsister sur la responsabilité française. Parce que, bien entendu, il faut essayer de convaincre les Allemands de faire autrement, mais nous avons notre propre problème. Et là, c'est là que je vais être impopulaire, une seconde. Il n'y a pas que l'État français. Les patrons aussi. Et donc, je m'explique. Quand on regarde le coût du travail en France, depuis 15 ans, je m'excuse, c'est ma référence, hein, depuis Xavier, on regarde le coût du travail depuis 15 ans, on a perdu, par rapport à la moyenne de la zone euro, je ne parle pas de l'Allemagne, par rapport à la moyenne de la zone euro, on a perdu en coût du travail, c'est-à-dire on a eu un coût du travail qui a augmenté plus vite que la moyenne de la zone euro, de à peu près 1,5% par an. Alors vous me dites 1,5% par an, c'est pas gros, c'est pas grave. Sauf que cumulé sur 15 ans, ça fait 7 ou 8% à l'arrivée. Deuxièmement, c'est là que je vais m'adresser à vous, tous, ensemble. Deuxièmement, quand on regarde la répartition dans le coût total du travail entre les charges sociales et le salaire direct, c'est à peu près stable sur la période. Donc oui, Xavier, il faut faire un choc de compétitivité, mais si on fait un choc de compétitivité en gardant la même trajectoire fondamentale, on va dans le mur parce qu'on mangera en quelques années le choc de compétitivité, ce qui est une tendance aussi très française. Et donc, contrairement à ce qu'a dit Sterdignac tout à l'heure, ça fait 15 ans, je conclue là-dessus, vous trouverez d'ailleurs l'analyse lundi matin dans le journal, m'excuse France, dans un journal concurrent, mais quotidien, dans les Échos. Donc, ça fait 15 ans
que le salaire réel moyen en France, tout secteur d'activité confondu, public, services, commerce, hôtellerie, construction, industrie, progresse plus vite, un peu plus vite que la productivité par tête. Depuis 15 ans, de manière ininterrompue. Et c'est l'industrie qui est au bout de la chaîne qui encaisse le choc. Et c'est là la raison pour laquelle la compétitivité industrielle s'est effondrée. Et donc, messieurs, dames, nous sommes tous responsables du fait qu'il faut réinverser la relation entre les deux grandeurs et rentrer dans une longue période, non pas où on réduise les salaires, mais où les salaires continuent à augmenter, mais moins vite que la productivité par tête. Je compte sur vous. Oui, je ne sais pas si vous allez vous faire huer, ils vont peut-être être d'accord pour... Henri Sterdignac, vous partagez le principe qu'aujourd'hui, on a des masses salariales évidemment trop importantes dans les entreprises? Non, bien sûr. Non, bien sûr. On peut dire ce qu'on veut sur la France. Ok, on peut se flageller, évidemment, ça nous fait plaisir. Il faut quand même